Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour ECHO. ECHO qui est ce lundi à la présidence de la République. Et c'est un conseiller spécial du chef de l'État qui nous reçoit, Mamadou Kassé. Bonsoir. Bonsoir Amara. Alors vous êtes aussi président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT. Également conseiller municipal, conseiller départemental à Tambacounda. C'est cela. Responsable de l'APR. Pas trop pour une tête? Non, on arrive à bien gérer toutes ces responsabilités en donnant à chacune le temps qu'elle mérite en tout cas pour être déroulée de manière efficiente. Et vous ne sentez pas du tout une sorte de slogan contraire à celui du parti qui dit « la patrie avant le parti » ? Je ne vois pas en quoi le fait d'exercer des responsabilités pleinement et tenant peut-être à notre formation ou nos compétences peut nuire à ce slogan auquel j'adhère parfaitement qui dit que la patrie avant le parti. Bon, parce que le parti n'est qu'une composante de cette entité globale qu'est la patrie. Les intérêts de la patrie priment sur tout. Pourtant, on ne le sent pas dans le discours de certains apéristes qui continuent par exemple de réclamer certains postes qui sont aujourd'hui dans les mains des alliés. Vous m'envoyez dans un débat un peu difficile parce que tel que la question est posée, il me sera très difficile d'apporter une réponse. Bon, seulement il est évident que lorsque des éléments d'un parti arrivent, entre guillemets, je dirais, au pouvoir, il me semble logique que les compétences qui sont au sein de cette entité puissent aspirer à des responsabilités pour servir le pays. Donc je mets tout cela dans le compte de vouloir servir. Alors, on parle de votre responsabilité, de votre tâche de conseiller le chef de l'État. Un travail facile? Non. Je pense que travailler déjà dans une entité aussi chargée, je dirais en termes d'histoire, en termes de positionnement dans la République, et surtout de l'importance du président de la République, son Excellence Macky Sall, m'amène à dire qu'il ne peut pas être facile de travailler ici. C'est chargé en responsabilité, c'est chargé en tout. Il faut être techniquement outillé, disposer d'une certaine réserve, d'un certain engagement, d'une certaine loyauté qui font que c'est un engagement au quotidien. Mais ceci dit, nous n'avons pas l'attitude à travailler sur peut-être autre chose que le domaine qui est notre domaine de prédilection. Donc bien entendu, nous devons traiter le courrier spécifique du chef de l'État, donc lié à nos compétences. Ensuite, nous devons de manière spontanée lui proposer tout ce qui semble être en tout cas cohérent dans sa démarche ou comme élément positif à rajouter dans son panier, et Dieu sait qu'il en a. Et au finish également répondre quelquefois aux sollicitations diverses, donc soit des citoyens ou du chef de l'État lui-même sur les questions qui se posent à lui. Et est-ce que ce sont les conseils qu'il utilise à bon escient? Est-ce que ce sont les conseils qu'il écoute? Parce qu'il est reproché à beaucoup de chefs d'État africains de ne pas écouter leurs conseillers, parce qu'ils sont quand même nombreux ces conseillers-là de chefs de l'État. Nous accompagnons le chef de l'État, c'est lui qui est le dépositaire du suffrage des Sénégalais. Je pense que son parcours montre à souhait ses compétences et le caractère assez large, en tout cas, de ces domaines, des domaines dans lesquels il excelle. Je trouve que c'est un très bon manager qui est au fait des différentes questions et nous ne faisons que l'accompagner. Même pas de l'influence supposée de la première dame. Est-ce que vous le sentez, par exemple, vous qui êtes au palais, vous sentez cette influence-là? Qu'est-ce que vous appelez influence? C'est qui se dit qu'elle est vraiment présente dans la gestion de la chose publique. Il est dit d'ailleurs qu'elle a même un quota de ministres dans le gouvernement. Ça, c'est vous qui le dites.
enfin moi, rien ne me prouve qu'elle a un quota. Celui que je sens, c'est le chef de l'État. Je le sens au quotidien, dans un engagement à faire émerger le Sénégal, dans un engagement à gérer les priorités des Sénégalaises et des Sénégalais, les préoccupations en tout cas des citoyens. Bon, ceci dit, son épouse, à l'instar des épouses de chefs d'État, anime une association, Servir le Sénégal, dans laquelle je ne suis pas engagé. Donc je ne sais pas exactement comment elle fonctionne. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Madame la Première Dame, nous l'avons connue lorsque nous étions encore dans l'opposition. Parce qu'il faut savoir que le domicile du chef de l'État était presque une permanence. Donc je peux vous assurer d'une femme courtoise, d'une femme engagée derrière son époux, engagée pour la cause de la paix. Donc peut-être que cet engagement peut déranger certains. Un engagement de trop, son frère par exemple. Oui, mais à un mandat électif, donc c'est les citoyens qui lui ont fait. Et aussi ministre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le maire de Saint-Louis qui est entré au gouvernement. Il se trouve que c'est le beau-frère du président. Mais d'abord, les citoyens lui ont fait confiance. Et pourquoi le président ne lui ferait pas confiance? Parlons de la rupture qui a été promise au peuple sénégalais. Et cette rupture, elle est aujourd'hui à l'épreuve avec, par exemple, la crise. Les Sénégalais se plaignent à un moment où le chef de l'État fait une augmentation de salaire pour les directeurs généraux. Est-ce que cela se justifie? Bon, parlons d'abord de la rupture, parce que je pense que la rupture, elle doit être analysée de manière séquencée. Nous avions traversé des périodes difficiles. D'abord, la grande crise de 2011 qui a vu la baisse de tous les agrégats nationaux et puis une gabegie générale et un système corrompu. Donc il fallait une rupture d'avec certaines pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, à mi-mandat, tous les Sénégalais ont pu constater que la rupture, elle est effective, tant dans l'utilisation des deniers publics, dans le système d'engagement dans la République et dans les affaires publiques, la citoyenneté et la gestion publique en tant que telle, et l'assainissement aussi de nos finances. Par conséquent, parler aujourd'hui d'absence de rupture du fait que, vous l'appelez comment, du fait de l'accélération de la crise. Le Sénégalais lambda dit aujourd'hui le pays est maquis, à Wolof, donc dafa maquis. Moi, je ne me laisse pas entraîner dans les pièges de petits lobbies qui se résument à certaines litanies. Je voudrais qu'on soit concret. Vous voulez accuser l'opposition? Je n'accuse personne. J'accuse les personnes qui manipulent à longueur de journée l'opinion par une pression sur les médias. Je voudrais qu'on soit concret. Lorsque le président est arrivé, il y avait ici des directeurs généraux qui touchaient dans l'ordre de 12 millions, 8 millions, 12 millions. Allez vérifier le salaire initial de l'APIX. Oui, il y a eu au début une baisse. Et aujourd'hui, il faut analyser un processus dans toute sa logique. D'abord, le président a dit, je vais plafonner les salaires des directeurs généraux à 5 millions. Et à l'intérieur de ce plafond, le décret fixait en fait des salaires de directeurs généraux selon la catégorie des agences, qui sont catégorisées de 1 à 4 selon leur importance, leur taille et leur poids dans l'économie. Seulement, je pense que les DG de catégorie 4 étaient à peu près à, je pense, à 2 millions, d'autres à 2,5 millions, et en tout cas échelonnés jusqu'à 5 millions. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit considérer des DG de première zone et des DG de seconde zone? Donc il n'y a rien de choquant parce que le plafond n'a pas bougé. Mais effectivement, aujourd'hui, que les choses sont assainies, que les choses se passent bien, il est normal que dans le management,
on puisse procéder à un certain nombre de hausses. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais il n'y a rien de scandaleux. En fait, c'est pas scandaleux, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui explique ces augmentations-là? Parce que ce sont des gens quand même qui arrivent à subvenir à leurs besoins et pas le simple Sénégalais. Et on ne comprend pas non plus cette décision-là, par exemple, d'augmenter ou de donner des salaires à des épouses de diplomates. Je vais vous dire, moi, en fait, il y a trop de choses en même temps. C'est-à-dire, un directeur général, de manière classique, c'est une personne qui est engagée dans une gestion et qui prend des risques. Est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi le directeur général touche un salaire plus élevé qu'un président du conseil de surveillance, alors que le président du conseil de surveillance lui-même est dans un grade plus élevé en termes de hiérarchie? Parce que le vrai patron de l'agence, c'est le président. La rupture, puisque nous en parlons, elle est en cause encore plus remise en question avec le récent renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on nous a servi de réchauffer et on dit que les décisions du chef de l'État ont été appliquées. Il y a même des députés du parti, par exemple, qui considèrent que voilà, l'Assemblée est une antichambre du palais. Moi, j'ai vu une Assemblée qui a délibéré en toute souveraineté et qui a reconduit son bureau. Effectivement, ces députés-là ont voté pour Moustapha Niasse parce qu'ils le veulent. Vous n'allez pas changer le système démocratique. Il y a 3 pouvoirs et ces pouvoirs sont également plus ou moins liés selon le régime ou le système dans lequel l'on se trouve. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal dans un système présidentiel. Trop présidentiel. Non, mais vous pouvez critiquer le système de manière globale, mais moi je suis en train de vous dire ce qui se passe, ce qui est notre système. Nous avons un président qui est élu au suffrage universel direct, de même que la représentation nationale. Bon, seulement le président aussi, il est président d'un parti, il est chef d'une coalition. Et cette coalition est majoritaire au niveau de l'Assemblée. Donc ça facilite en réalité le travail, étant entendu que les projets de loi émanent de l'exécutif et que les propositions émanent du législatif, qui est le législateur. Bon, bien entendu, quand les 2 majorités s'entendent, mais en tout cas quand la majorité au niveau de l'Assemblée est favorable, en tout cas au chef de l'exécutif, il est normal que la passerelle soit plus huilée. C'est logique. Aujourd'hui, si on était dans une situation de cohabitation, ça ne serait pas le cas. Et pourtant, on serait dans le fonctionnement normal de notre démocratie. Mais de là à dire que l'exécutif est en train de s'immiscer dans les affaires du législatif, je ne suis pas d'accord. Sur quel point vous n'êtes pas d'accord? Le fait que c'est le président qui a choisi le président de l'Assemblée nationale? Les députés ont voté de manière souveraine. Et je pense que quand vous regardez les voix en tout cas qui ont été favorables au président Moustapha Niasse, mais il n'y a pas que la majorité. Je crois qu'il a eu 129 ou 130 voix. Donc il y a forcément d'autres personnes qui sont de l'opposition, on dirait, et qui ont voté pour lui, donc qui ont voté pour cette continuité. Le chef de l'État, on se souvient l'année dernière, par exemple, lors du vote, il y avait un candidat de l'APR et on a vu ce qu'il a eu comme récompense à la fin. Je n'ai jamais entendu le chef de l'État dire qu'il a choisi Moustapha Niasse. Ça, c'est votre interprétation de la chose. Mais par contre, notre coalition, favorable au chef de l'État, a choisi Moustapha Niasse pour être son candidat au niveau de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il est censé leur dire? Comment? Quand il reçoit les députés de la majorité à quelques jours de l'élection, du renouvellement du bureau, qu'est-ce qu'il est censé leur dire? Vous savez, moi je vais vous dire comment je fonctionne. Quand je suis dans une réunion, enfin je n'y ai pas participé parce que je n'étais pas député. Bon, je n'étais même pas au courant d'ailleurs. Je n'y ai pas participé, donc je ne sais pas de quoi retourner leur discussion. Il n'y a pas eu de déclaration à la sortie de cette réunion, donc j'imagine que je ne vais pas, moi je ne suis pas journaliste, je ne vais pas être là à essayer de m'imaginer les minutes de cette réunion. Je m'en limite au fait que je n'en faisais pas partie et que le chef de l'État, dans son droit le plus absolu de chef d'État,
de chefs de parti, de chefs de coalition, mais peut réunir les députés qui lui sont favorables. De quoi ils ont parlé? Je ne sais pas. Pour leur dire par exemple, votez pour lui ou voilà, vous serez sanctionné. Comme ça a été le cas pour le candidat de l'année dernière. Moi en tout cas, je ne vais pas inventer des choses dont je n'ai pas forcément une maîtrise. Donc je m'en tiens à cela. Et cette rupture, elle est encore plus en question quand justement au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée confie certaines responsabilités à un supposé cousin. Bon, j'ai dit supposé parce que c'est une information de presse. Je n'ai pas connaissance de cette information. Qui est ce cousin? Khoureyssi Niasse. Khoureyssi Niasse. Ben, il n'était pas membre d'un parti. De l'AFP justement. De l'AFP. Franchement, j'étais pas au courant. J'espère qu'il en a les compétences. J'espère que son choix ne relève pas d'éléments liés à leur lien de familiarité, en tout cas des liens familiaux, mais plutôt peut-être à la compétence de la personne. Mais bon, comme également vous disposez d'informations qui sont inconnues de ma personne, donc je ne peux les traiter qu'avec beaucoup de réserve. Alors parlons toujours de la gestion du chef de l'État, avec notamment le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent qui semble accorder plus d'importance à des entreprises étrangères. Enfin, on a vu récemment par exemple avec la construction de la Cité de l'Émergence qui a été confiée à une entreprise étrangère et les locaux se plaignent. Je vais encore dire la même chose, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on a deux types de discours. C'est-à-dire les locaux se plaignent ou on traduit en tout cas certains propos en les travestissant un peu pour leur donner un autre sens. Le plan Sénégal émergent, je crois que c'est une grande ambition pour notre pays. Au regard de ce que nous avons traversé et ce que nous ambitionnons de faire dans des horizons un peu plus lointains, horizon 2020, 2025, 2035. Déjà, je félicite le chef de l'État d'avoir une méthode pour arriver à ce en quoi il a toujours cru, c'est-à-dire le véritable développement, c'est-à-dire prendre en charge. Et j'en viens, hein, je commence d'abord par ce qu'ambitionne le plan. D'abord, c'est devenu le seul référentiel de la politique économique et sociale. En termes de cohérence et de démarche, je trouve que c'est une excellente chose. Parce qu'on a connu, après le document stratégique de réduction de la pauvreté 1 et 2, ensuite le document de politique économique et sociale, la stratégie nationale de développement économique et social, la stratégie de croissance accélérée, bon, pas mal de choses qu'il fallait agréger avec la vision du chef de l'État et son ambition, qui se trouve maintenant traduite de manière très claire et de manière très précise dans le plan Sénégal émergent, qui aujourd'hui ambitionne de venir à plus 7,8% de croissance à l'horizon 2025. Alors qu'en réalité, ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs, si on continuait dans le même rythme, on serait à des taux de croissance variant entre 4 et 5%. Alors, en s'appuyant sur 27 projets phares et un certain nombre de réformes consolidantes, parce qu'en réalité, il faut quand même améliorer le climat, qu'il soit propice et approprié pour poser les bases du développement et se projeter dans l'émergence. Avec le plan d'action prioritaire qui est sur une échéance de 4 à 5 ans. Alors, lorsqu'on a cette ambition basée sur notre histoire et basée sur ce que nous voulons, avec des objectifs clairs, il est bien évident que vous coupez l'herbe sous le pied de nombreux opposants et de nombreux oiseaux de mauvais augure
qui aimerait que le président échoue parce que tout simplement, il voudrait se retrouver à sa place. Donc oublions la politique et analysons en termes de travail et en termes d'ambition pour notre pays. C'était pas du tout, enfin là je parlais pas du tout de politique, je parle d'entreprise. Aucun pays ne s'est développé en s'appuyant exclusivement sur ses propres entreprises. L'ouverture existe. Nous sommes un pays qui avons une base d'ouverture et de démocratie. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi les gens ne parleraient pas des nationaux qui actuellement s'activent dans le pôle urbain de Diamniadio, bien avant qu'Adowa ne démarre au niveau de la gare Pompier. Je prends un exemple. Excusez-moi, je vais être cash. Allez-y. Je prends Telium Properties Sénégal, auquel j'ai appartenu, et d'ailleurs j'en profite pour remercier cette entreprise pour avoir participé un peu à forger un peu mon parcours professionnel. Alors, cette entreprise aujourd'hui doit travailler sur le pôle de Diamniadio. Fait partie, mais que je sache, ce n'est pas une entreprise étrangère, c'est une entreprise sénégalaise. C'est peut-être un cas. Cette entreprise travaille certainement dans le cadre du sommet de la francophonie. Laissez-moi terminer. Gétran, c'est pas une entreprise française non plus, c'est l'entreprise de Martiam. Bon, et j'en passe, parce que je ne voudrais pas être là à citer. Et pourtant, ça, c'est antérieur à la pose de la première pierre avec Adowa. Mais nous disposons d'une belle coopération bilatérale avec le Maroc, qui est un exemple de coopération sud-sud. Donc, ne gâchons pas tout. Et n'isolons pas les cas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le président... Ce n'est pas un cas isolé. Non. Lorsque le président... Je ne vais peut-être pas citer des entreprises, mais comme vous avez déjà cité Adowa, ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup d'autres entreprises étrangères qui gagnent des marchés. Mais est-ce que c'est pas normal? Le marché de la communication, par exemple, du sommet de la francophonie. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas tout simplement normal que d'autres entreprises ayant soumissionné selon les règles et de notre code des marchés ou selon les règles admissibles dans nos procédures puissent accéder à un certain nombre de marchés? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises sénégalaises qui accèdent à d'autres marchés ailleurs? C'est la question qu'il faut se poser. Ne soyons pas dans un... Moi je suis pour, en tout cas, je n'aime pas le terme, je suis pour... parce que vous allez nous amener en fait à parler de préférence nationale, c'est presque ça. Je suis pour qu'on favorise en tout cas le développement de nos entreprises au profit des autres. Mais néanmoins, il ne faut jamais oublier que cette preuve d'ouverture, nous devons la garder par rapport aux réalités de notre économie. Nous travaillons très souvent avec la poche des autres. Et pourtant, personne ne trouve à en redire. C'est justement ce qui doit être changé. Cela doit être changé lorsqu'on a engagé le processus. Mais il faut admettre aussi la réalité et faire avec. Soyons sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on se jette dans les bras de n'importe qui. Mais c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux réalités de notre économie. Bon, je poursuis. Je poursuis par rapport... Très rapidement, parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Oui. C'est bientôt fini, allez-y. Non, bon, enfin, vous m'accélérez là, donc... je poursuis. Aujourd'hui, les entreprises sont canalisées, je dirais, en termes d'agrément pour l'accès au foncier, par une commission expressément créée par le chef de l'État, et qui a fait l'objet d'un arrêté de la primature. La commission sur la réforme du foncier. Non, c'est pas la commission sur la réforme du foncier. C'est la commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés pour les projets publics, en tout cas liés à l'habitat. Donc on est dans le foncier. Et pourtant, il y a des sociétés sénégalaises, purement sénégalaises, d'ailleurs à 100% quasiment, qui accèdent au foncier par ce biais. Et à cette commission siège aussi le regroupement des promoteurs immobiliers sénégalais.
Et pourtant, aucun regroupement étranger n'y siège. Donc, soyons sérieux, inscrivons le débat dans quelque chose de plus rationnel. Bien. Un dernier mot en quelques secondes. Je pense qu'aujourd'hui, à mi-mandat, le président a réalisé énormément de choses. D'abord, pour remettre le Sénégal dans les rails, il s'agissait de travailler sur un redressement par rapport à une situation chronique de crise, d'agression des finances publiques, d'agression même des procédures autant administratives qu'autres. Donc il fallait remettre le Sénégal au travail. Aujourd'hui, avec 3 gouvernements successifs qui ont incarné, à mon sens, d'abord le redressement, ensuite la prise de rythme et aujourd'hui le travail. Avec un plan clair qui est le plan Sénégal émergent sur lequel nous nous appuyons pour, à l'horizon 2025-2035, atteindre des taux de croissance soutenus de manière inclusive et sur des projets phares et déterminants, structurants pour notre économie. Voilà, et c'est le souhait en tout cas de tous Sénégalais. Et c'est tout pour Écho de ce lundi. Nous vous remercions. Merci. Merci également à vous qui nous suivez. Merci à l'équipe technique. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci.